Bien bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël Legendre, je suis journaliste économique à l'Opinion et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner toute cette matinée au cours de 3 heures de discussions, de débats riches et intenses, de nombreux panélistes autour de l'autonomie des entreprises, des questions de souveraineté économique en période de crise. Alors des crises, on en a connu beaucoup depuis 20 ans, de la crise des subprimes, la crise de la zone euro, plus récemment la crise de la Covid, aujourd'hui la crise en Ukraine, à chaque fois des révélateurs de nos vulnérabilités, de nos dépendances, mais aussi un accélérateur. Une crise, c'est une opportunité, puisqu'il faut bien trouver des solutions à ces problèmes, que l'on parle de sécurisation aujourd'hui des approvisionnements, des activités ou des compétences. De nombreux panélistes pour répondre à ces questions, mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir les deux organisateurs de cette matinée. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Geoffroy, bonjour. Et le directeur général de l'ESSEC Business School, Vincenzo Vinzi. Je vous accueille tous les deux. Je vous invite à monter sur l'estrade. Et de prendre chacun un micro. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Avec, pour commencer, peut-être une première question pour vous, Geoffroy Roux de Bézieux. Depuis quelques années, on assiste à une remise en cause de la mondialisation. Depuis les guerres douanières entre les États-Unis et l'Europe, la crise de la Covid, la crise des sous-marins et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et à travers cette critique de la mondialisation et du multilatéralisme de manière générale, eh bien, c'est l'idée libérale qui est pointée du doigt. Pensez-vous, Geoffroy Roux de Bézieux, que ces critiques soient fondées ? Bonjour Raphaël, j'ai combien de temps pour répondre à cette belle question ? 2 minutes, et je serai très strict. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent en distanciel. D'abord, moi je voudrais dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la mondialisation, depuis 30 ans, a d'abord permis un nombre d'avancées incalculables dans le monde. Tout simplement, je prends cet exemple parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on ne parle plus de faim dans le monde. J'étais lundi, mardi dernier à Tunis pour lancer l'Alliance des patronats francophones. Vous demandez aux pays d'Afrique francophone ce qu'ils pensent de la mondialisation. Eux, tant qu'on leur livre du blé de l'Ukraine, j'y reviendrai, ils sont assez favorables parce que ça a permis de faire émerger une classe moyenne dans beaucoup de pays. Donc c'est vrai que vu de la classe moyenne des pays occidentaux, il peut y avoir une critique, mais vu d'autres pays, les choses sont un peu différentes. Une fois que j'ai dit ça, oui, on est peut-être allé trop loin. Tel peut aller trop loin parce qu'au finalement, on a poussé le principe de Ricardo à l'extrême, c'est-à-dire un principe de Ricardo, vous vous souvenez, cet économiste qui disait on va aller chercher l'efficacité maximum, c'est-à-dire chaque pays se spécialise dans un certain nombre de secteurs en fonction de ses ressources, de ses capacités. Et ça veut dire que quand on pousse le principe de Ricardo à l'extrême, eh ben, on accepte de ne plus fabriquer, de ne plus concevoir, de ne plus produire un certain nombre de choses dans sa pays. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement dépendant énergétiquement de la Russie ou du gaz russe, ou pour d'autres, je sais pas quoi, le titane, le palladium, être incapable d'avoir qu'une seule source d'approvisionnement. Donc il y a eu un réveil salutaire. Alors, je dis ça, je suis d'autant plus à l'aise qu'on en a parlé assez tôt au MEDEF. Le mot souveraineté ou le mot autonomie, les deux, se rejoignent. Et puis dernier mot sur le libéralisme, l'idée libérale. Je crois qu'il faut juste être conscient qu'en fait, derrière ce mot-là, on met des choses assez différentes. Aujourd'hui, vous avez un capitalisme anglo-saxon, américain, qui est très libéral, peut-être moins protecteur, plus inégalitaire. Vous avez un modèle chinois qui revendique la liberté économique sans la liberté politique, pour la première fois finalement depuis 200 ans. Et au milieu de ces deux-là, il y a un capitalisme européen qui cherche un peu son modèle, qui veut être plus protecteur socialement, mieux disant écologiquement, et peut-être un peu moins performant en termes de croissance. Et c'est cet équilibre-là qu'on essaye de trouver, qu'on essaye d'inventer. Donc je ne crois pas que ça soit la fin de l'idée libérale. Et on va le voir un peu au travers de tous les témoignages des chefs d'entreprise qui seront là ce matin. Vincenzo Vinzi, quand on est directeur général, quand on dirige une école comme l'ESSEC, comment on fait face à ces remises en cause du libéralisme ? Comment on appréhende tous ces changements ? Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Geoffroy, merci de nous accueillir ici dans
dans ces locaux magnifiques. Et alors, plus que de remettre en cause le libéralisme, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question d'arriver à concilier mondialité et libéralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on arrive à concilier la liberté d'investir, d'entreprendre, de faire du commerce, de la mobilité, avec quand même des responsabilités étendues, sans frontières, à l'échelle mondiale. Et là, une école a une vraie responsabilité dans la manière dont la nouvelle génération, mais aussi les cadres dirigeants, parce qu'à l'ESSEC, il y a de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. Et donc, comment on arrive à équiper tous ces dirigeants aux responsabilités économiques, avec aussi une conscience sociétale au sens large, et donc en les équipant avec, bien évidemment, avec des savoirs à la pointe, mais aussi avec du savoir-faire, du savoir-être. Et là, l'ESSEC, depuis son origine en 1907, a un double héritage, l'héritage du siècle des Lumières. Et aussi, voilà, pour rappel, l'ESSEC a été constitué en 1907 par des jésuites qui, déjà en 1907, se posaient la question d'arriver à conjuguer business et éthique. Donc, c'est un petit peu dans les gènes de l'école. Plus récemment, avec la nouvelle stratégie qu'on a lancée, RISE, on a ajouté tous les sujets qui concernent les ressources naturelles, le vivant, plus généralement l'environnement. Et du coup, avec une approche qui est très importante, que j'appelle le décloisonnement du management. Qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment arriver à fournir une approche qui soit de plus en plus pluridisciplinaire. Parce que vous voyez, quand on parle de remise en cause, il faut clairement éviter le néolibéralisme que j'appelle un peu sauvage, où on a l'illusion, une illusion souvent destructrice, de penser que les actes n'ont pas vraiment de conséquences, qui sont des actes un peu hors sol. Ça, il faut absolument l'éviter. Donc, c'est plus une remise en cause, si vous voulez, des consciences, pour leur fournir une vraie vision holistique. Et toute la difficulté de l'école et de notre modèle pédagogique, mais plus que difficulté, c'est un vrai défi, c'est d'arriver à former des gens qui soient très spécialisés, mais aussi donc très deep, très profonds dans leurs connaissances, mais aussi avec une vision très large. Il ne faut pas l'un ou l'autre, il faut l'un et l'autre. Et avec cette vision holistique, avoir vraiment une approche systémique au problème, donc vraiment remise en cause des consciences et des actes qui en découlent. Et donc, pluridisciplinaire, mais aussi multiculturel, pour terminer. L'ESSEC a 3 campus, ici en France, mais aussi au Maroc, à Rabat et à Singapour. Et donc, comment le multiculturel, plus le pluridisciplinaire, arrive justement à compléter l'aspect des savoirs, du savoir-faire, du savoir-être. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez eu le nez creux. Je crois qu'en 2019, vous avez créé au sein du MEDEF un comité souveraineté, avant même qu'on parle de toutes ces questions de souveraineté économique. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que l'entreprise est le bon échelon pour parler souveraineté? Alors, c'était en 2018, juste après mon élection avec Laurent Giovacchini comme co-président. Bon, il y avait peut-être un petit tropisme de mon passé fort spécial, mais au-delà de ça, je pense que les dirigeants d'entreprise, c'est important que Vincent soit là, ne doivent pas y oublier l'histoire. Et dans cette affaire de mondialisation heureuse, on a un peu oublié l'histoire des nations. Je ne vais pas parler du réveil des nationalités, mais voilà, l'histoire est tragique et on ne peut pas rêver d'un monde à la Fukushima où tout le monde va doucement vers une espèce de démocratie pacifiée et un libre-échange, parce que forcément, dans la compétition économique, il y a des gagnants et des perdants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette intervention exceptionnelle de l'ambassadeur de Chine en France, qui était venu à une des REF qu'on avait faites à Longchamp. Il y avait eu un échange avec Montebourg. Montebourg expliquait qu'il ne pouvait pas vendre son miel en Chine. Et monsieur lui dit, ah, oui, dans la mondialisation, je ne vais pas prendre l'accent chinois, mais il y a des gagnants et des perdants. Il faut mieux être un gagnant, quoi. En gros, bon. Effectivement, jusque-là. Rappel de bon sens. Bon, donc une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien qu'on oscille entre le mot souveraineté et le mot autonomie. Et pour moi, il y a plusieurs échelons. Effectivement, l'autonomie, c'est probablement celle qui est nécessaire au niveau des entreprises, des grandes entreprises. C'est au fond de la bonne gestion. C'est s'assurer que pour tous ces services vitaux, ou ces matières premières, ou ces intrants vitaux, on ne dépend pas de manière trop forte de quelqu'un ou d'un fournisseur ou d'un pays qui pourrait un jour ne plus fournir. Au fond, c'est de la bonne gestion. Et on l'a un petit peu oublié en optimisant les services achats. On fait du Ricardo au niveau des services achats en disant je vais aller chercher un seul fournisseur, le mieux disant. Ben oui, mais si le mieux disant est dépendant d'une puissance qui, à un moment, peut avoir d'autres intérêts, donc il y a ce niveau-là qui est évident. Après, on glisse vers la souveraineté. Et là, il y a 2 niveaux de souveraineté.
il y a la souveraineté nationale qui est importante et qui est le fait du politique. Moi, je dis souvent, en France, on fabrique des sous-marins nucléaires. On est une des très rares puissances à le faire. Et un sous-marin nucléaire, il n'y a pas plus compliqué qu'un sous-marin nucléaire, parce que vous avez un sous-marin d'abord qui doit rester longtemps sous l'eau. Ensuite, il y a une centrale nucléaire qui fait avancer les manœuvres. Et après, il y a des missiles qui sont des mini-fusées Ariane. Bon. Donc tout ça, c'est de la très haute technologie. On le fait 100% en France. Ça nous coûte certainement beaucoup plus cher que si on avait impliqué le principe de Ricardo et d'aller chercher les meilleurs. Mais on ne veut dépendre de personne. Bon. Et ça, c'est un choix régalien qui doit être fait par le politique, qui doit lister, au fond, les domaines, les secteurs, les entreprises qui doivent être souveraines. Il faut en faire une liste. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce qu'à un moment, si on dit tout est souverain... vous aurez peut-être l'occasion d'en parler. Est-ce que Carrefour est une entreprise souveraine ? Est-ce qu'on doit la défendre ? Bercy a décidé que oui. Oui, mais justement, a décidé que oui. je mets ça dans le débat pour dire tout ne doit pas être souverain, sinon rien n'est souverain en réalité. Et il y a un deuxième niveau qui est plus complexe, parce que ça nous renvoie à des sujets justement d'histoire, qui est la souveraineté européenne. Bon, les batteries électriques, enfin, on connaît les différents projets qui ont été lancés. Mais comment faire pour que cette souveraineté soit bien partagée à 27 ? Et là, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne crois pas à une défense à 27, je ne crois pas à la souveraineté à 27, c'est trop complexe. Par contre, je crois à des alliances, j'allais dire de circonstances, mais au bon sens du terme. C'est un peu l'histoire d'Airbus, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable sur des projets de prendre 4, 5, 6 pays et de trouver nos intérêts communs, mais à moins nombreux, pour être souverain ou ne pas dépendre sur des projets qu'on considère comme stratégiques. Allez, il faut qu'on avance. Vincenzo Visi, en quoi est-ce qu'une école de commerce peut contribuer à répondre à ces enjeux de souveraineté aux côtés des entreprises ? Et finalement, est-ce que la souveraineté a un sens en matière scolaire ? Oui, alors, en tant qu'école de management de rang mondial, souvent on dit que ces écoles, spécifiquement l'ESSEC, c'est une école internationale. Je n'aime pas du tout la définition, parce que quand on parle d'école internationale, il y a un risque d'être un peu une école hors sol. Et il y en a un certain nombre qui se définissent internationales, qui le sont, mais du coup, ils ne sont pas ancrés dans un territoire, dans un pays. La définition, et quand on parle de définition, c'est aussi un peu ce qu'on applique dans le quotidien à l'ESSEC, c'est vraiment une école monde, très différente d'une école internationale, parce qu'on est dans différents territoires. On réaffirme nos racines françaises, ça me semble extrêmement important, on l'a même mis dans notre stratégie, une école monde de racines françaises. Et quelle est la différence entre une école monde et une école internationale? C'est qu'une école monde, là où on se trouve avec nos locaux pédagogiques, il y a un vrai ancrage territorial. Et vous voyez, on a une triple mission dans une école de management, c'est l'enseignement, ça c'est clair, et tout le monde reconnaît ces écoles pour cela, mais il y a aussi deux autres missions extrêmement importantes, c'est la recherche, c'est le développement de nouveaux savoirs, et l'accompagnement, le développement, l'influence aussi des organisations, de l'économie, des entreprises. Et du coup, on regarde souvent l'école comme un lieu de savoir, c'est très bien, c'est vrai, mais aussi c'est une école de penser au pluriel. Et pourquoi j'insiste sur cette partie? Parce que justement, des pensées qui soient libres, qui soient puissantes, qui soient là aussi un concept de souveraineté, mais il faut avoir une double âme, si vous voulez. Il faut que ces pensées soient bien ancrées dans l'espace, dans le temps, et qui arrivent à déchiffrer, à décrire un réel actuel, mais c'est aussi qu'ils soient capables d'être puissants et se projeter mondialement, aussi dans l'espace un peu plus large et dans le temps, pour avoir de l'influence. Et du coup, voilà, ce concept est extrêmement important, justement, dans le contexte que vous mettez sur la table. Et pour nos étudiants, pour nos participants en formation initiale et formation continue, il y a aussi un autre concept, il y a la souveraineté, qui est un petit peu la manière dont ils gèrent leur carrière, leur profil, leur évolution, parce qu'aujourd'hui, le temps de se dire à la fin de la formation initiale, j'ai fini mes études, est fini. Déjà, ma génération, on le disait, j'ai fini mes études, mais ce n'était pas vraiment vrai. Aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus dans une formation tout au long de la vie. Et justement, c'est à mon avis très lié aussi à ce concept de souveraineté. Ça veut dire, on le voit très bien, il y a une question dans les organisations, bien évidemment, de culture, de process, mais aussi une question d'outils et d'arriver à suivre, arriver à permettre aux salariés au sein de l'entreprise de se former tout au long de la vie, justement pour assurer un petit peu une cohérence, une pertinence de leurs compétences, de leur savoir par rapport aux nouveaux défis. Et en matière d'enseignement supérieur, est-ce qu'on peut parler de souveraineté? On avait beaucoup parlé ensemble de la part des étudiants
étrangers qui viennent aussi en France. Je crois que le français est la deuxième langue étrangère. Alors, il ne faut pas... Oui, alors... Au sein de l'ESSEC. Oui, on peut parler de souveraineté de l'enseignement supérieur, mais il ne faut pas le dissocier de l'interdépendance. On ne peut pas imaginer d'être dans un territoire isolé. Il ne faut pas que la souveraineté en enseignement supérieur se transforme en isolationnisme ou en repli sur soi. Ça serait délétère. On est quand même dans des systèmes un peu imbriqués, que ce soit des systèmes éducatifs, économiques, gouvernementaux. Comme je disais tout à l'heure, on se trouve dans 3 continents. Et donc, on apporte beaucoup aux 3 continents avec nos racines, nos valeurs. Et justement, je suis le premier DG international, le nom et l'accent sont très clairs, de l'ESSEC, mais en même temps, j'ai voulu raffirmer dans la stratégie les racines françaises. Parce que justement, cette double héritage, lumière, humanisme, business éthique, ça me semble extrêmement pertinent, encore plus aujourd'hui que demain. Mais il faut éviter l'isolationnisme, justement, pour avoir une puissance extrêmement forte et avoir un impact. Parce qu'in fine, une école est un lieu de passage, même si les étudiants, peu importe d'où ils viennent, au moment de l'entretien, ils font tout pour avoir l'ESSEC. Au moment donné, dès qu'ils rentrent à l'ESSEC, c'est un lieu de passage. Il faut qu'on prépare des femmes et des hommes qui soient bien équipés en savoir, en savoir-faire, en savoir-être, pour être pertinents dès qu'ils rentrent dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, dans la société en général. Et les questions de souveraineté, d'ailleurs, on les a incluses récemment aussi dans les parcours de formation. Oui. On vient de créer une filière géopolitique défense leadership, qui est par ailleurs extrêmement appréciée par les étudiants, parce que ces sujets-là, c'est important qu'on les discute au niveau de nos secteurs d'activité, mais aussi pour les étudiants qui se forment à ces sujets de manière extrêmement pertinente avec des intervenants, des entreprises, par exemple du domaine de la défense dans le sens large, qui interviennent auprès des étudiants, de nos étudiants qui vont dans ces entreprises en stage et qui donc soient imbibés dans leur formation aussi de ces sujets. Allez, vous voyez le bip là, ça veut dire qu'on est déjà un peu en retard, on va aller très vite, peut-être un mot là-dessus. Geoffroy Roux de Bézieux, et puis une dernière question quand même, on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle bien sûr, et vous avez rappelé pendant la campagne que le grand oublié des programmes, c'était le volet économique. Vous avez tout fait pour le remettre au cœur des débats, vous avez donné une très belle interview dans l'opinion d'ailleurs pour cela. Est-ce que vous pensez que les candidats ont pris en compte l'importance des enjeux de souveraineté ? Là, la réponse va être rapide, non. Question suivante. C'est clair. Non, pour compléter un tout petit peu, l'élection présidentielle, c'est jamais très bon pour les débats de fond et pour les débats de fond économiques. L'économie, elle ne se prête pas à des raccourcis, à des simplifications, à la binarisation des débats. Or, présidentielle, c'est forcément par construction binaire. Ça a été particulièrement vrai cette année parce que la campagne a été raccourcie, qu'elle a été dominée par la crise en Ukraine, enfin la crise, on appelle ça pudiquement la crise, mais enfin l'attaque de la Russie vers l'Ukraine, pour dire les choses en français dans le texte. Bon, on peut le regretter, c'est comme ça. Ce que je trouve quand même assez satisfaisant, c'est qu'il y a quand même un consensus assez large sur 2 ou 3 thèmes, même si on n'a pas été creusé. Le premier thème, c'est la réindustrialisation. Ça va assez loin quand Fabien Roussel vient au MEDEF expliquer qu'il faut réindustrialiser la France. Alors, il n'a pas exactement les mêmes solutions que nous, je préfère vous le dire, mais néanmoins, il y a une chose, enfin, un consensus assez large. Le deuxième consensus, c'est effectivement une sorte de prise de conscience, et les deux sont liés, qu'on a perdu des savoir-faire, on a perdu des filières, et qu'il faut une forme d'autonomie, de souveraineté. Là aussi, les mesures à mettre en place ne sont pas les mêmes, mais l'idée quand même que les impôts de production, que globalement, entreprendre industriellement en France, créer des emplois, c'est compliqué à percoler. Il y en a un troisième qui est là, plutôt un non-dit, c'est que la transition écologique, maintenant tout le monde est d'accord, on perçoit tous confusément que ça va coûter très très cher en investissement pour les particuliers comme pour les entreprises, et la question de qui va payer, comment, n'a pas été traitée. Bon, à nous de la faire percoler, si j'ose dire, dans les débats suivants et dans les mois qui viennent. Bien, les débats qui viendront. Merci à tous les deux.